Catherine Hill, bonjour. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste à l'Institut Gustave Roussy et vous venez de publier une étude concernant la domperidone, qui est une molécule utilisée dans un médicament assez largement prescrit en France qui s'appelle le Motilium. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui a motivé votre étude et quelle a été votre méthodologie et surtout quelles ont été vos conclusions? Alors, en fait, on savait déjà depuis quelque temps que le motilium, enfin, la dénomination commune internationale, c'est domperidone. D'ailleurs, il y a d'autres formules médicaments qui contiennent la domperidone que le motilium, mais c'est le plus connu, augmentait le risque de mort subite cardiaque. Et il y a déjà eu des alertes, c'est écrit dans le papier qui est à l'intérieur des boîtes, et les médecins ont été prévenus, et on a depuis septembre 2014 supprimé du marché les médicaments avec les motilium avec les doses de domperidone les plus élevées. Supérieures à 10 mg par comprimé. C'est un médicament très très utilisé. Et donc la revue Prescrire a voulu estimer le nombre de morts subites cardiaques. Il m'avait demandé de relire le calcul, ce que j'ai fait, et je leur ai dit que ça serait bien de le publier dans une revue scientifique avec comité de lecture pour valider la méthode. Et donc je les ai aidés à faire ça en reprenant le problème. Donc il faut un certain nombre d'éléments pour faire ce calcul. Il faut savoir par combien le risque est augmenté quand on prend la domperidone. Donc il y a 5 études qui ont pris des gens qui étaient morts subites, qui avaient fait un arrêt cardiaque subi, et des témoins aussi comparables que possible, et regardé s'ils avaient pris la domperidone dans les 15 jours, 3 semaines, ça dépend des études, avant. Et quand on compare les risques de mort subite cardiaque, ou plutôt qu'on compare la consommation de domperidone chez les gens qui sont morts, et chez les gens qui sont pas, et chez les témoins, on s'aperçoit qu'on a une multiplication d'à peu près 2, 3, 1,6 selon les études. Et quelqu'un a fait la synthèse de ces études et a proposé une estimation globale reposant sur ces 5 études, 3 aux Pays-Bas, une au Canada, dans Saskatchewan, et une en Grande-Bretagne, et dit que le risque était probablement multiplié par 2,8. Donc nous avons pris cette augmentation du risque. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est combien de gens prennent de la domperidone en France. Donc on dispose maintenant, les chercheurs ont à leur disposition un échantillon de la population, tous les remboursements de médicaments de la population française, qui s'appelle échantillon généraliste des bénéficiaires, quelquefois connu sous un acronyme EGB. C'est à peu près 1% de la population. On peut sortir tous les remboursements de médicaments en 2012 et au début de 2013, parce qu'il y a des gens qui seront remboursés en janvier pour un médicament prescrit en décembre. Et on estime que on trouve que 7,7% de la population a pris de la domperidone en 2012, qui est vraiment beaucoup. Et que ce pourcentage dépend de l'âge, que les jeunes ont plus souvent pris de la domperidone, les femmes aussi. Et en fait, pour cette étude, comme les risques de mort subite avaient été étudiés dans la population adulte, on a pris l'utilisation dans la population adulte, et les risques avaient été étudiés dans la population adulte sans cancer, parce qu'il y a une utilisation plus grande quand les gens ont un cancer, parce que la chimiothérapie donne des nausées épouvantables. Donc on a éliminé ça, et dans cette population adulte sans cancer, 6,4% de la population est exposée, donc c'est cette donnée-là que nous avons utilisée. La domperidone a la propriété de réduire les nausées et d'éviter les vomissements, et accessoirement, on s'est aperçu qu'il allongeait un paramètre de l'électrocardiogramme qui s'appelle l'intervalle QT, et c'est à cause de cet allongement de l'intervalle QT qu'il y a des effets indésirables cardiaques. Voilà. Donc maintenant, on a la multiplication du risque, on a le pourcentage de gens exposés. Il faut aussi faire intervenir la durée d'exposition prise en compte dans les enquêtes, dans le calcul, et on arrive à une fraction attribuable, qui est un pourcentage des cas de mort subite en France qui sont dus à la domperidone. Et ce pourcentage, on va le multiplier par un nombre estimé de morts subites cardiaques en France. Ce n'est pas quelque chose de très bien connu. Si on regarde sur le certificat de décès, on trouve un nombre assez petit.
Et nous avons pris les risques observés dans 2 études qui ont été faites à partir des bases de données des urgences, des appels téléphoniques, quelqu'un est tombé dans la rue. Et donc, c'était des estimations qui donnaient à peu près 40 pour 100 000 par an, 40 morts subites cardiaques pour 100 000 personnes par an. Et donc, en multipliant la fraction attribuable par ce chiffre, qui faisait 20 000 morts subites cardiaques en France chaque année, on arrive à 231, ce qui est inutilement précis, mais c'est juste le résultat du calcul. Mais enfin, en tout cas, on arrive à peu près 200 morts subites par an attribuables à la domperidone en France pour 2012. Depuis, l'utilisation a diminué de 30%, ce qui est déjà un résultat, qui est un bon résultat, mais probablement pas suffisant. On a interdit les doses supérieures à 10 mg. La décision, en fait, ne dépend pas de la France, apparemment, ça dépend de l'Europe. Et à mon avis, ils sont en train de réfléchir, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'ils interdisent les médicaments, parce qu'il y a beaucoup de pression. Certains médecins prescripteurs, ce sont des risques qu'on ne peut pas voir, parce que c'est quand même des événements très rares. Chaque médecin ne peut absolument pas voir ces problèmes. Donc, et eux, ils voient les bénéfices, en fait, ils ne voient pas les risques. Donc, je pense qu'on pourrait très bien interdire le moétilium, ça ne serait pas du tout catastrophique, sauf si on se replie sur un médicament encore plus dangereux, ce qui est possible. Et donc, c'est pas un médicament essentiel. Si vous avez mal au cœur, vous attendez, ça va passer. Si vous avez envie de vomir, si vous avez mal des transports, bon, vous pouvez prendre du moétilium, vous pouvez assumer la situation. Est-ce que le jeu en veut la chandelle? C'est toute la question. Le laboratoire principal qui fabrique du moétilium est un laboratoire belge qui s'appelle Janssen-Cilag, qui est une filiale de Johnson & Johnson. Et ils ont commandité une nouvelle enquête, une 6e étude, qui se fait sur la base de la médecine générale du Royaume-Uni et qui est faite par des chercheurs, des épidémiologistes espagnols qui sont basés à Barcelone. Et ils ont publié en novembre un abstract, un résumé de leur travail qui confirme l'augmentation du risque de mort subite cardiaque avec la domperidone, mais qui montre aussi une augmentation du risque avec le méthoclopramide, c'est-à-dire le primpéran. Et ce travail n'est pas publié, on a juste un résumé avec vraiment des données très incomplètes. Donc on ne peut pas savoir exactement ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça confirme l'augmentation du risque avec la domperidone. À l'époque, vous aviez beaucoup travaillé sur le Mediator. Est-ce que, selon vous, les leçons ont été tirées de cette affaire du Mediator? J'aimerais dire que oui, mais en fait, je pense que non. Je pense qu'on n'a pas vraiment bien compris. Et de toute façon, c'est à la fois, en même temps, c'est un peu un bon signe qu'on arrive à détecter des signaux, des effets indésirables pas fréquents. On a des outils qui sont de mieux en mieux. Donc, ce genre d'histoire va continuer. On va mettre en évidence des risques faibles pour des maladies rares. En fait, se reposer sur les signalements des médecins, c'est juste pas suffisant. Et maintenant, on peut facilement, avec toutes ces bases de données, au Saskatchewan, en France, au Royaume-Uni, en Hollande, regarder, vérifier une hypothèse dès qu'on a une idée, et on va mettre en évidence des augmentations des risques. Et il faudra mesurer les bénéfices et mesurer les risques. Parce que pour l'instant, la stratégie de l'agence européenne et de l'agence française, c'est de répéter la balance bénéfice-risque reste positive et ne mesure pas les bénéfices et ne mesure pas les risques. Donc évidemment, on peut toujours dire ça, mais c'est juste pas très crédible. Et donc il va falloir, je pense, que l'agence s'habitue à ce que des gens mesurent les risques. Et à ce moment-là, il faudra remesurer les bénéfices et on pourra se demander si on a raison ou pas. Alors, hier, vous avez fait une présentation de votre étude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer devant qui et quelles ont été les réactions à cette présentation?
J'ai présenté les résultats de cette étude à un groupe qui s'appelle groupe de travail sur études épidémiologiques des produits de santé. Donc j'étais en face d'autres épidémiologistes. Ils ont été assez critiques sur ce travail. Ils ont trouvé qu'on pouvait discuter l'estimation de risque, qu'on aurait pu faire la synthèse des 5 études un peu différemment et trouver un risque moins grand. Que le nombre de morts subites cardiaques, on aurait pu le prendre beaucoup plus faible. Et que pourquoi cette estimation a été publiée dans un bon journal, sans fourchette de précision. Et en gros, c'est à peu près tout. Et je pense qu'ils ne comprennent pas l'intérêt d'avoir une estimation simple que tout le monde peut comprendre, et ils préfèrent des arguties, et je pense qu'ils ont tort, que ce que tout le monde comprend, c'est des choses simples et bien expliquées. Et je ne dis pas que 200 est un chiffre gravé dans le marbre, mais je dis que c'est probablement, certainement au moins 100, et je ne sais pas quel est le maximum envisageable, mais en tout cas, ce n'est pas tout à fait négligeable, et je pense qu'il faut mieux faire une estimation. Il vaut mieux une réponse approximative à une question intéressante qu'une réponse précise à une question sans intérêt. Et voilà, c'est ma position. Tous les médicaments actifs ont des effets indésirables, mais il y a des médicaments actifs qui sont beaucoup, beaucoup plus efficaces, dont l'efficacité justifie extraordinairement les risques. L'aspirine fait saigner, tout le monde le sait, c'est un effet indésirable, mais il sauve des quantités de vie. Donc voilà, mais il faut mesurer, il faut réfléchir ensuite à la balance bénéfice-risque en mesurant le bénéfice et en mesurant le risque. Est-ce que vous pensez que, après vous pouvez ne pas répondre à cette question, mais dans quelle mesure vous pensez que les intérêts privés dans ce genre d'affaires peut nuire justement à l'intérêt général des patients? Les pouvoirs des lobbies de l'industrie pharmaceutique sont grands. On peut s'interroger par exemple sur le procédé qui consiste à confier le dossier au niveau européen à la France avec comme co-rapporteur la Belgique, alors que la Belgique est le premier fabricant de motilium en Europe. C'est un laboratoire belge. Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Donc évidemment, il y a des problèmes de conflit d'intérêts. Je suis allée présenter l'estimation en Belgique, et la personne qui m'avait invitée, je me suis rendu compte qu'elle s'intéressait au dossier du point de vue du rapporteur pour l'agence européenne, et elle a dit publiquement dans l'amphithéâtre que si on interdisait le motilium, on licencierait des travailleurs de l'industrie pharmaceutique en Belgique. Alors, si ça, c'est pas un conflit d'intérêts, je ne sais pas ce qui est un conflit d'intérêts. Madame Catherine Hill, je vous remercie d'avoir accordé cet entretien à l'agence Infolibre. Merci à vous. Merci.